Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Pour ce Zoom, mon invité est le colonel Jacques Augard. Bonjour mon colonel. Bonjour cher Martial Bild. Vous êtes ancien officier supérieur, président de la Société d'intelligence stratégique épée et auteur d'une tribune remarquée dans Valeurs Actuelles. En effet, le chef d'état-major des armées, ce que l'on appelle le CEMA, a annoncé son départ le 13 juin dernier. Et vous avez précisé dans une tribune à Valeurs Actuelles que le départ du général Lecointre n'est pas une surprise pour les familiers de l'institution militaire. Et avant d'évoquer cela, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière pour que vous expliquiez aux téléspectateurs quel est le rôle du CEMA, du chef d'état-major des armées, que Emmanuel Macron a cité comme étant le grand soldat, le chef militaire et le serviteur de l'État. Est-ce que c'est tout cela en même temps ? Alors le chef d'état-major des armées, ça n'a pas toujours existé en France, mais ça s'est imposé au fil des années, particulièrement depuis je dirais, la période de la guerre d'Algérie. Le chef d'état-major des armées, c'est en fait à la charnière du politique et du militaire, c'est le chef militaire qui a en charge la conduite des opérations de la France, des opérations de guerre ou des opérations extérieures, quand il n'y a pas guerre, de la France, avec en vis-à-vis les trois chefs d'état-major d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major de la marine, qui eux sont chargés de la préparation opérationnelle des forces. Donc le CEMA s'en va, il quitte ses fonctions, il a quitté ses fonctions et va quitter ses fonctions dans les prochains jours. Vous avez précisé donc que c'est quelque chose qui ne vous surprenait pas. Ah, pourtant, c'est quand même un peu à la surprise générale. Non, alors d'abord, ça ne me surprend pas parce qu'il y avait des rumeurs insistantes qui circulaient dans les milieux bien informés dans et autour de la défense, je dirais, de la communauté de la défense, depuis quelques semaines. Et la réalité, c'est que, bien sûr, tout le monde se souvient des fameuses tribunes des militaires, celle du 21 avril et celle du début du mois de mai, je crois, si les souvenirs sont exacts. Militaires à la retraite, militaires d'active, publiés par Valeurs Actuelles, qui ont fait quand même le buzz, qui serait passé peut-être inaperçu si Valeurs Actuelles ne leur avait pas donné la publicité qu'il leur a donnée, et qui ont mis en lumière un certain nombre de convictions fortes qui sont celles de la plupart des cadres des armées aujourd'hui devant l'état de délitement, il faut bien le dire, du pays, et parfois même de nos institutions.
mais avec des menaces qui sont aujourd'hui chez nous, qui nous paraissaient être lointaines auparavant. On se souvient de l'ex-Yougoslavie qui s'est démembrée, disloquée au début des années 90 et jusqu'à la fin des années 90. D'aucuns parmi nous ont été engagés sur ce terrain-là et se souviennent très bien des circonstances qui ont produit cette situation dramatique à l'époque. Et bien évidemment, il y a des parallèles qui sont faits avec la situation française d'aujourd'hui. Voilà ce qu'ont voulu exprimer ces militaires. Et alors que, à mon avis, ce n'était pas le sujet du CEMA en tant que tel, il aurait dû couvrir, en quelque sorte, cette expression spontanée des militaires. Il s'est empressé de la condamner publiquement, de menacer de sanctions les militaires qui s'étaient exprimés, qu'ils soient généraux en deuxième section. Alors en deuxième section, ça veut dire qu'un général n'est jamais à la retraite, sauf s'il est mis à la retraite. C'est peut-être la sanction qu'encourent nos camarades aujourd'hui. Et tous ces militaires, d'actifs ou de réserve ou anciens, à la retraite, comme je le suis, anticipés ou pas, qui ont dit publiquement leur angoisse devant la situation réelle du pays et devant laquelle personne ne fait rien, en réalité. Donc ils ont alerté les chefs politiques. Et lui, le CEMA, dans cette affaire-là, a choisi d'épouser strictement, il le revendique d'ailleurs, la position de la ministre des Armées, Mme Parly, et du président de la République. Position politique. Ce n'était, à mon avis, pas son rôle. Pardonnez-moi de vous dire quand même que le 13 juin dernier, le général Lecointre a été invité au grand jury RTL, le LCI, le Figaro, et le prétexte qu'il invoque, lui, c'est pas du tout ça. Il dit qu'il ne veut pas politiser la fonction de CEMA et faire en sorte que le mandat, sa fin de mandat coïncide avec celle du président de la République. Ça vous convainc pas du tout? Non, ça ne me convainc pas. Alors je sais que ça lui a fait de la peine et j'en suis désolé parce que mon but n'est pas de faire des attaques ad hominem ou de lui faire de la peine. Mais la réalité, c'est que oui, bien sûr, ça ne convainc personne parce que il a été nommé par le président de la République au lendemain de la démission fracassante de son prédécesseur, mon ami Pierre de Villiers, en 2017. Chacun s'en souvient, pour des raisons qui étaient des raisons de fond, qui avait amené cette démission. Et donc il est apparu à ce moment-là comme nommé ce qu'il est par le président de la République, le nouveau président de la République. Donc c'est vrai que c'est un peu un artifice que de démissionner à une dizaine de mois ou 11 mois avant l'élection présidentielle pour ne pas avoir à aller jusqu'à la fin de ce mandat. Ça ne peut pas tromper au fond. Alors je ne mets pas en cause la sincérité de ses sentiments quand il ne veut pas apparaître comme le chef d'état-major de Macron, mais de fait, il l'est. Et on sait bien qu'un CEMA, la désignation d'un CEMA, chef politico-militaire, à la charnière, encore une fois, du politique et du militaire, est forcément de nature politique. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre voie en se disant que cette décision est peut-être liée à une autre annonce, c'est celle du désengagement de la France au Mali, une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron. On sait que le général Lecointre plaidait, lui, plutôt pour une opération au temps long. Oui, et il n'y a pas encore si longtemps, il plaidait même pour des renforts. Donc je pense que alors c'est aussi ce que je sous-entends dans ma tribune, clairement, et ça n'est pas une attaque, c'est un constat. Je constate effectivement que l'orientation prise par le président de la République ne lui fait pas forcément plaisir. Voilà. En tant que chef militaire, qui s'est engagé, qui a pris la suite, en quelque sorte, du général de Villiers, si on remonte en arrière, il y a Serval, puis Barkhane, et puis le départ de Villiers, l'arrivée de Lecointre, et qui a pris cette opération à bras-le-corps, hein, pour des raisons qu'on pourrait détailler et qui, à mon avis, sont valables. Beaucoup de gens pensent que c'est une bonne nouvelle que de se retirer de Barkhane purement et simplement. Je ne le pense pas personnellement. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'on a tous ce débat-là, hein, de savoir s'il faut maintenir les troupes françaises au Mali. Je pense que ça n'est pas opportun parce que c'est l'OPEX majeur aujourd'hui, l'opération extérieure majeure de la France, dans une zone qui est de notre responsabilité, je dirais, stratégique, historique, qui est l'Afrique francophone, le Sahel, qui est à la limite de la perdition. Si nous partons, d'abord nous serons remplacés. Prenons l'exemple de la Centrafrique, dont nous sommes partis. Nous avons été immédiatement remplacés.
par nos amis russes. J'ai absolument rien contre les Russes et je suis même pour élargir notre réflexion de sécurité générale en Europe à nos amis russes. Mais néanmoins, je pense que nous sommes fondés à aider les pays africains francophones à trouver leur maturité, leur majorité, si je puis dire. On n'a pas besoin des Russes pour apprendre, aider nos amis africains à finalement réaliser leurs indépendances quelques 70 ans ou 80 ans après. Donc, je pense que ce qui s'est passé au Mali est très regrettable parce que c'est une erreur d'appréciation des chefs politiques français qui ont considéré, qui ont mis dans le même sac, si je puis dire, tous les groupes armés de la région. Or, il y a des groupes armés réellement terroristes, islamistes, reliés à Daesh. C'est l'État islamique du Grand Sahara. Et puis, il y a des groupes armés qui peuvent être amenés à être terroristes quand il le faut, parce qu'on est dans des pays où on ne fait pas dans la dentelle, c'est vrai, mais qui ne sont pas nécessairement islamistes de construction. Et je pense en particulier aux Touaregs et aux Peuls. Et je pense en particulier à Iyad Aghali, qui est le chef Touareg historique, qui vient de la Drare des Ifora. Tout ça a été très bien expliqué d'ailleurs par Bernard Lugan, qui est un remarquable connaisseur de l'Afrique, mais que personne n'écoute parce qu'on l'a classé un peu rapidement à l'extrême droite. C'est gênant, ça me paraît imbécile en réalité, parce qu'on se prive d'une véritable expertise. Et on a mis tout ce monde dans le même sac. Et aujourd'hui, on se retire, alors qu'on aurait dû aider cette junte en août 2020, quand elle a renversé le président pourri, qui était Ibrahim Boubacar Keïta, mis en place par Hollande au travers d'élections complètement loufoques, quelques années auparavant, au sortir de Serval. Donc on a loupé des rendez-vous politiques très importants au Mali. Je ne défends pas à tout craint le colonel Assimi Goïta, mais je pense qu'il y avait tout intérêt à parler avec lui, parce que je pense que son idée initiale, je suis très proche de quelqu'un de la famille du Premier ministre déposé, Mokhtar Wane, et j'ai beaucoup discuté de ces questions. Je sais que leur intention était d'évoluer vers une sorte de révision de la constitution malienne avec un vrai fédéralisme, prenant en compte les populations du Nord longtemps laissées à l'abandon. Je pense encore une fois aux Touaregs, aux Arabes et aux Peuls, qu'il faut réintégrer dans la constitution compliquée de cette nation malienne qui n'existait pas il y a 70 ans, encore une fois. Donc je pense que là, on a été complètement... on a été comme des éléphants dans un magasin de porcelaine et on a fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que plutôt que d'être des cibles d'un terrorisme qu'on n'arrive pas à juguler au Mali, il faut mieux ramener nos troupes françaises en France, là où le terrorisme est déjà sur notre sol? Alors, bien entendu, mais l'un n'exclut pas l'autre. Je veux dire par là que nous avons, nous Français, il faut le redire à nos amis téléspectateurs de TV Liberté, nous avons la responsabilité d'avoir déstabilisé de façon majeure la région à partir du moment où nous avons renversé Kadhafi et éliminé Kadhafi. Le désastre que nous connaissons actuellement au Sahel, eh bien c'est M. Sarkozy qui l'a provoqué en tuant Kadhafi, pour des raisons qui lui sont propres et qui relèvent, à mon avis, plutôt de politique intérieure, sous la pression de Bernard-Henri Lévy et d'autres. Mais réellement, la situation que nous connaissons aujourd'hui vient de là. Donc moi, je considère, parce que je suis français attaché à mon pays, fier de mon pays, et soldat français, que je resterai viscéralement jusqu'au bout, que nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne peut pas abandonner ces pays que nous avons... alors dont l'indépendance avait été mal conçue, dont les frontières avaient été mal tracées, on est tous d'accord là-dessus, avec deux régimes de population finalement à deux vitesses, mais nous avions notre chance historique, je pense au moment de Serval, de rattraper tout ça. Stabilisant la région, stabilisant le Sahel, éliminant les foyers qu'il y a actuellement en Libye, on stabilise aussi grandement l'immigration sauvage qui est en train de nous déferler sur nous. Et qui est un terreau pour le terrorisme islamiste dans nos banlieues et ailleurs. Ça suffit pas, vous me direz, mais il y a des forces de police qui font très bien leur travail, qui sont parfaitement renseignées, des forces de gendarmerie également. Le vrai problème en France, c'est la justice.
Donc la justice ne suit pas les forces de l'ordre. Donc on le voit tous les jours. Et moi je pense que autant on a un travail intérieur à faire qui est considérable, qui est colossal, autant on a un travail extérieur à faire qui est également colossal. Et voilà ce que je voudrais dire à vos téléspectateurs. On va refermer cette parenthèse que j'ai ouverte, mon colonel, pour revenir au général Lecointre, le chef d'état-major des armées qui s'en va. Est-ce qu'il ne paie pas cash son attitude? C'est-à-dire qu'il a été considéré, quand il a eu des mots très durs à l'égard des militaires qui, par lettre ouverte, dénonçaient le délitement de la nation, il a eu des mots très durs qui ont été jugés comme très choquants. Je prends un exemple, le père Richard Calca, l'ancien aumônier du 8e RPIMA, mais aussi du 3e RPIMA, du 1er RCP, avait eu des mots, lui, très sévères aussi, mettant en doute la volonté de courage et d'honneur du général Lecointre. Est-ce qu'on peut légitimement penser que le SEMA a été affecté par ces reproches venus de sa famille? C'est certain, et j'en suis malheureux pour lui parce que je connais bien le père Richard Calca, qui est un ami personnel. Il était votre aumônier, je crois. Il a été mon aumônier au Rwanda. Notre amitié date du Rwanda. Et j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour lui. Et c'est un homme très droit. Cette lettre a été publiée, elle n'aurait pas dû l'être. En fait, elle était destinée à un petit groupe d'amis, parmi un certain nombre de considérations journalières, quotidiennes, à 99% spirituelles, d'ordre spirituel. Mais il a réagi de temps en temps sur des événements extérieurs un peu qui l'avaient affecté. Donc cette lettre, elle est... C'est plus un coup de gueule qu'autre chose. Oui, et si vous lisez bien, c'est la lettre que j'aurais pu adresser Absolument. au SEMA. Malheureusement, cette lettre a été publiée. J'ai pas pu le dire dans la tribune parce qu'une tribune est liée à un nombre de caractères et de signes. C'est pour ça que vous pouvez faire ici. Voilà. Je suis content de pouvoir le faire parce que c'est important. Richard Calca est un homme entier qui dit ce qu'il pense. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et c'est un vrai aumônier de troupes, parachutiste, qui est très proche des hommes de tout grade. Très apprécié. Et qui est très apprécié et très estimé. Il a dit ce qu'il pensait, mais c'était pas fait pour être mis sur la place publique. Ça a blessé évidemment le général Lecointre, et je peux le comprendre si j'avais été à sa place. Après tout, est-ce que ça n'a pas entraîné... Mais en même temps, quand on est chef d'état-major des armées, on sait qu'on s'expose, on sait qu'on assume, on sait qu'on prend sur le dos une charge. Et cette réaction du père Calca, elle est venue du sentiment que nous avons tous eu, que le général Lecointre laissait tomber ses frères d'armes, ses anciens. Vous pensez qu'il lâchait ses frères d'armes? C'est l'impression que nous avons eue. Son attitude a été... Le terme lâcher? Oui, lâcher dans la mesure où le ministre a raison, le président de la République a raison, les sanctions, il n'y a pas... voilà, une attitude jugée un peu caricaturale, un peu autoritaire, caricaturale. Mon colonel, voilà. il faut dire aussi, soyons comment dire, honnêtes, que par la suite, il a revu quand même ses propos, il a cherché à éviter la polémique, il a essayé d'éviter la surenchère. Est-ce qu'on peut quand même appeler ça une attitude responsable? Je pense qu'il a senti l'impact que ça avait très fortement sur l'armée d'active. C'est le père Calca, finalement. Pourquoi pas? Peut-être le père Calca, je pense, la tribune des officiers d'active. Et puis, si on y fait attention, il y a aussi une tribune publiée par Daily Galia, le site américain, d'un officier, d'un commandant d'unité, capitaine, ancien officier parachutiste ou sous-officier parachutiste qui a fait le MIA. C'est assez précis. Et c'est une longue tribune, commentaire des tribunes, des deux tribunes précédentes, qui est extrêmement précise. Et donc, il faut reconnaître que beaucoup de jeunes officiers, et moins jeunes, partagent tous les termes. Donc, si vous voulez, je pense qu'il a été affecté par cette série d'événements. Et c'est pour ça qu'il a infléchi son propre discours et son attitude. Mais il a fait une erreur d'emblée en voulant taper très fort et avoir l'air d'être un peu le gardien du temple, mais dans toute son... Dans votre tribune, vous affirmez que Lecointre souffrait d'un certain isolement. Or, je me souviens, il y a 4 ans, après le départ fracassant du général de Villiers, on avait le sentiment que son arrivée faisait consensus. Oui. Parmi les militaires. Pourquoi vous dites aujourd'hui isolement au sein même de sa famille militaire? Non, mais je dis isolement par rapport précisément à ces événements, parce qu'il y a déception. Le général Lecointre est un beau soldat, pour reprendre un des termes du président de la République. C'est un beau soldat, c'est indiscutable. C'est un chef humain, je crois que c'est indiscutable aussi. Mais là, dans ses fonctions de SEMA,
il a fait preuve d'un légalisme outrancier, à mes yeux, d'un formalisme outrancier, qu'il a isolé subitement et qu'il a ressenti de manière très forte. Quelle image il va laisser? Il s'est juste montré courageux en qualité de SEMA. Il a défendu par exemple le comportement impeccable des soldats de l'opération turquoise. C'est vrai. Alors il en était aussi, mais on a beaucoup apprécié en 2019 pour le 25e anniversaire de l'opération turquoise son engagement personnel. Madame Parly est venue présider la journée d'hommage aux anciens de Turquoise, à l'opération elle-même, etc. Et il a mis son poids de SEMA dans la balance pour le faire. C'était pas évident. D'autant que quand on voit les événements qui ont suivi, la commission Duclerc, Macron à Kigali, etc. Et là-dessus, il n'a pas lâché. Et on lui en est très reconnaissant. Je rappelle que vous avez été le commandant du groupement de la Légion étrangère lors de cette opération turquoise au Rwanda. Et lui commandait une compagnie d'infanterie de marine, du 3e régiment d'infanterie de marine, engagé dans le secteur nord, commandé par le colonel Sartre à l'époque. Et donc, si vous voulez, bien sûr que je lui suis, moi en tout cas, très reconnaissant. Et tous les anciens de l'opération turquoise, ils sont très reconnaissants d'avoir été impeccables dans cette prise de position. D'où justement cet étonnement et cette déception que j'ai ressentie. Et nous sommes très nombreux à l'avoir ressenti. Depuis que j'ai publié cette tribune, j'ai beaucoup de retours. Et je vois bien que c'est l'incompréhension qu'elle a suscité, cette attitude, qui fait que je pense qu'il s'est senti isolé, et je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui fait mal, parce que il a dû se sentir effectivement très isolé tout d'un coup de ses troupes, alors que le propre d'un chef, c'est de faire corps avec ses troupes. Alors, le général Lecointre connaît le nom de son successeur. Il s'agit de l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, monsieur le général Thierry Burkhardt, 56 ans. Alors là, un légionnaire comme vous, un militaire de combat comme vous. Alors moi je connais bien Thierry Burkhardt, qui est quand même beaucoup plus jeune que moi, qui est arrivé au 2e REP que moi je venais d'en partir, où je partais cette année-là. Il a fait un parcours étincelant à la Légion, et en particulier au 2e REP. Il a commandé la section de commando parachutiste, ce qui est le rêve de tout jeune lieutenant, un peu gonflé, si je puis dire, en arrivant dans ce beau régiment. Il y a commandé la 4e compagnie, remarquablement. Et puis par la suite, pour des raisons absolument circonstancielles, il n'est pas revenu au 2e REP, mais il a été chef du bureau d'instruction du 4e étranger, le creuset de la Légion, où on forme tous nos légionnaires et nos sous-officiers à Castello-d'Ari. Et il a ensuite commandé la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Prestigieux régiment, compagnon de la Libération, qui était basé à Djibouti à l'époque et qui est maintenant sur le cause du Larzac, qui est un magnifique régiment, aujourd'hui d'infanterie mécanisée. Et, notre élite. Pardon ? Notre élite. Oui, notre élite, c'est notre élite. Et donc il a eu une très belle carrière. Il a fait quelques postes, je crois qu'il n'était pas forcément très fanat au départ, mais ça lui a été imposé dans la communication des armées, ce qui est excellent maintenant pour sa formation et pour ses futures fonctions de SEMA. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme humain, c'est un homme proche de ses hommes, qui a donc le respect, l'estime, je dirais même l'amitié. Si un mot a du sens, obéir d'amitié, je pense qu'il peut s'appliquer à lui, de la part de ses subordonnés, de ses pairs, de ses chefs. Il ne doit sa carrière qu'à son mérite, en tout cas jusqu'aux fonctions de SEMAT. Et donc maintenant, il rentre dans un schéma difficile et peut-être différent, et forcément différent, je veux dire, et peut-être difficile, qui est celui des fonctions de chef d'état-major des armées, qui, encore une fois, est un poste à la charnière du politique et du militaire. Donc il ne lui suffira pas d'être le soldat impeccable qu'il a toujours été jusqu'ici. Il faut qu'en plus, il se montre un peu politique. Voilà. Mais je lui fais confiance parce que je sais qu'il a du ressort et du tempérament. Voilà, là je pense qu'avec le portrait que vous venez en faire, il ne va pas vous écrire pour se plaindre. Alors, quelles vont être ses missions? Moi je pense que la Légion, je pense vraiment que je le dis, c'est une fraternité. Et pas que parce qu'il est légionnaire et moi aussi, si vous voulez. Seulement. Parce qu'il y a non, on ne va pas le dire ici, mais il y a des légionnaires qui sont moins bons que d'autres, comme partout. Non, lui, je pense qu'il fait partie de la catégorie supérieure des officiers de Légion. Voilà, le voilà ravi, habillé et bien habillé. Quelles sont les missions qui vont être rapidement les siennes au général Burkhardt, qui arrive le 21 juillet? On pense par exemple au Sahel.
Alors bien sûr, il y a le Sahel et il y a le problème complexe de régler l'avenir de cette opération Barkhane qui va disparaître. Alors on a trouvé un gadget à la mode qui est l'opération Takuba, qui en fait est la transformation de l'opération Sabre, qui était une opération purement force spéciale, qu'on a étendue aux nations européennes qui voudraient se joindre à nous. Aujourd'hui, il y a un détachement estonien, un détachement tchèque, qui vient d'ailleurs d'avoir un petit incident hier, je crois, un de leurs véhicules a sauté sur une mine sans mal, heureusement. Il y a une promesse d'un détachement italien. Bon, mais on voit qu'on est encore sur un concept très embryonnaire. Par ailleurs, moi, qui ai appartenu aux forces spéciales et aux opérations spéciales, je suis très sceptique quant au mélange des nationalités, sous le même commandement, dans un même groupement. Parce que les intérêts sont très différents. D'abord, il y a la langue, il y a l'interopérabilité. Alors, bien, même si avec l'OTAN, puisque l'OTAN est juste derrière maintenant, l'OTAN va établir une base au Nord Mali, à côté de Ménaka, pour faire le soutien, mais peut-être pas que le soutien aussi. Il y a aussi l'implication renseignement, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne manière de faire les choses, personnellement. Mais c'est un avis, encore une fois, personnel. Et donc, le SEMA va devoir se débrouiller de tout ça. C'est un sujet. Par ailleurs, il a beaucoup insisté depuis ces 2 années de chef d'état-major de l'armée de terre, qui ne sont pas tout à fait terminées, sur la nécessité de monter d'un cran, de plusieurs crans, la capacité d'engagement opérationnel lourde dans un conflit de haute intensité. Donc je pense que comme SEMA, il va avoir à cœur de poursuivre cette volonté, et je pense qu'il a raison, car nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et inflammable, où aujourd'hui on voit bien que il y a une puissance chinoise qui est en train de monter de manière assez irrésistible à l'Est, que nous n'avons pas nécessairement la bonne attitude vis-à-vis des Russes qui sont en première ligne face à ce déploiement guerrier, en tout cas comme continuum du continent européen. Et puis on a de l'autre côté nos amis américains qui essayent de réveiller une momie qui était en état de mort cérébrale il y a encore pas très longtemps, qui est l'OTAN, avec simplement des intérêts qui sont les leurs et pas les nôtres. Donc tout ça est quand même un ensemble assez compliqué. Et donc on va voir, parce que le général Burkhardt arrive comme SEMA à moins d'un an des élections présidentielles. Je ne sais pas qui sera le prochain président de la République. Or c'est un homme extrêmement discipliné et loyal. Vous avez posé la question, je pense qu'il est apolitique au sens... son problème n'est pas de tel ou tel président de la République. Le problème, c'est que l'outil que sont les armées de la France soit au niveau pour assurer la protection du territoire et des intérêts français. Voilà. Donc je pense que ça va être ça, son axe principal. Et en 10 secondes, vous êtes d'une famille de militaires. Proches sont des généraux. Votre père était général, votre grand-père était un grand général. Vous connaissez ce monde militaire. Quel est l'état de l'armée française aujourd'hui? Est-ce qu'il est celui que l'on indique, c'est-à-dire une armée qui n'a plus les moyens de son ambition et de ses missions? Alors je ne crois pas. Moi je pense que l'armée a traversé des années très difficiles. Il y a les années, on va dire sommairement, Sarkozy-Hollande, qui sont les armées de la chute et du désarmement. Il y a eu ensuite cette loi de programmation militaire votée par Macron, alors qui est une loi un peu hypocrite parce qu'elle dépasse le mandat de Macron, et tout l'effort est porté sur l'après-mandat de Macron. Donc sur son 2e mandat, s'il devait être élu, on verra bien. Cadeau au suivant. Mais néanmoins, c'est une armée rustique, c'est une armée qui est solide au plan moral, qui est solide au plan physique, qui est bien entraînée, dont les matériels ont encore beaucoup à faire pour être, je dirais, uniformément répartis et bien dotés aux unités. Mais moi, je pense qu'elle est en bonne voie. On a quand même, il faut le dire, la première armée d'Europe aujourd'hui. C'est incontesté par qui que ce soit. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on nous met tant à contribution et qu'on considère qu'on pourrait être la base d'une défense européenne illusoire. Voilà, et on ira le 14 juillet, comme d'habitude, voir et féliciter cette armée française. Mais c'est une belle armée, c'est franchement une belle armée. Voilà. Merci colonel, merci mon colonel d'être venu sur TV Liberté. Merci beaucoup.